Les Afters de la Transformation, le podcast des acteurs qui façonnent l'entreprise de demain. Un rendez-vous qui donne la parole aux dirigeants, présenté par Fanny Bourdin, une production Adéquancy. Bienvenue dans ce nouvel épisode des Afters de la Transformation. Nous allons découvrir Omayo en compagnie de son CEO, Valentin Lottier. Bonjour Valentin. Bonjour Fanny. Alors, Omayo est une plateforme d'investissement direct pour le financement climatique. Vous débloquez des actifs financiers transparents, simples et fiables qui réduisent efficacement les émissions de CO2. Vous donnez aux individus l'accès au marché européen des quotas carbone. Votre but, donner à notre génération les moyens de combler le déficit de financement climatique. Comment ça marche exactement ? Quand est-ce que tu as lancé Omayo ? Alors, j'ai commencé à réfléchir à Omayo il y a plusieurs années, lorsque moi-même je voulais investir dans les quotas d'émissions, les permis carbone européens, et j'ai réalisé par la suite que c'était pas possible pour un particulier, chose qui m'a frustré pendant longtemps. Il y a à peu près 1 an et demi, j'ai commencé à travailler sur le rassemblement des conditions réglementaires, financières, techniques pour permettre aux particuliers de s'y exposer. Et plus concrètement, on a créé l'entreprise l'année dernière, en mai dernier, je crois bien. Et donc, elle a environ 8 mois aujourd'hui. Et on a lancé notre premier produit d'investissement en octobre, je crois. D'accord. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la plateforme, comment elle contribue à financer les projets liés au climat, comment elle fonctionne ? Alors, c'est assez simple en vrai. C'est une plateforme qui permet à des particuliers de souscrire à des titres financiers qui représentent ou répliquent les quotas carbone. C'est-à-dire que nous, on détient physiquement des permis dans le registre européen des quotas d'émissions. Et en contrepartie, on émet des titres financiers auxquels les particuliers peuvent souscrire. Comment vous les obtenez justement ces permis ? Alors en fait, ces permis constituent un marché qui est gigantesque, qui est extrêmement liquide, sur lequel il y a quelques milliards d'euros de volume quotidien et sur lequel il y a déjà énormément de participants. Il y a beaucoup d'entreprises industrielles, il y a les transporteurs maritimes, il y a les avionneurs, mais il y a aussi des institutions financières qui participent à ce marché. Donc il y a littéralement des dizaines de milliers d'acteurs, d'agents économiques qui participent à ce marché. Ceux qui ne participent pas sont les particuliers. Et donc nous, on vient s'intercaler, donc on vient participer au marché au même titre que ces dizaines de milliers d'acteurs. Et derrière, on permet donc à des particuliers, donc vraiment n'importe qui, de s'y exposer et de détenir physiquement, par notre intermédiaire, des permis carbone. C'est incroyable que ça n'existait pas avant. Alors, ce qui est incroyable, c'est qu'il y ait aussi peu de monde qui soit au courant ou qui connaisse ou qui maîtrise ce marché. Parce que ce dont on parle là, c'est en fait le pilier de toute la stratégie climat et énergie de l'Union européenne. Et bon, le climat, c'est a priori un sujet important. C'est peut-être le plus grand défi de nos générations. On en parle en permanence, on en parle tous les jours. Peut-être pas encore assez. Peut-être pas assez. En tout cas, ce dont on parle pas assez, c'est cette solution qui existe depuis plus de 20 ans, qui fonctionne. C'est-à-dire que après 20 ans, c'est plus uniquement théorique. On a des validations empiriques, on a des données, on arrive à suivre le fait que ça fonctionne, c'est-à-dire que ça réduit les émissions, ça les a réduits pour les entreprises qui y sont soumises de plus de 40% depuis 2005. Donc ça fonctionne vraiment très bien, mais personne n'est au courant. Et c'est un problème pour plein de raisons. C'est un problème déjà démocratique, c'est un problème politique. C'est-à-dire que le marché change, il évolue, il est constamment réformé, mais personne ne participe à ces débats-là parce que tout simplement personne ne maîtrise le sujet. D'ailleurs, les réglementations, est-ce qu'elles sont différentes en Europe et à l'international ? Alors bien sûr, il y a la réglementation européenne qui s'applique donc en Europe, mais l'Europe était le premier marché, donc c'est-à-dire le premier système qui plafonnait les émissions d'un certain nombre de secteurs industriels et qui permettait l'échange de ces droits d'émission, de ces quotas d'émission entre les participants au marché. Mais maintenant, il y a une quarantaine de juridictions à travers le monde. Ça peut être des pays comme la Corée du Sud, ça peut être des États au sein d'un pays comme la Californie, qui ont répliqué ce qu'a fait l'Europe, parce que ça fonctionne encore une fois très bien, et qui ont mis en place leur propre système. Donc on a une quarantaine de marchés, et chaque marché fonctionne selon les mêmes principes, mais bien sûr, il y a des spécificités sur chacun des marchés dans la conception du marché lui-même. Et comment elles arrivent à fonctionner ensemble, justement, toutes ces spécificités, enfin tous ces marchés différents ? Alors aujourd'hui, non. Les marchés sont assez peu liés les uns aux autres. Donc le marché californien concerne
les industries californiennes. Le marché européen concerne les industries européennes. C'est pas encore transverse, quoi. Non. Mais c'est en train de changer pour plusieurs raisons. Il y a par exemple la mise en place de ce qu'on appelle assez inexactement la taxe carbone aux frontières ou le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières qui permet en fait de faire des liens entre les marchés. C'est un petit peu comme les marchés de devises. On va voir les euros, les dollars, les yens, que sais-je, et il va y avoir des taux de conversion entre tous ces marchés de devises. Mais a priori, un euro n'est pas l'équivalent d'un dollar ou d'un yen. Donc c'est un petit peu différent et pour autant il y a des conversions. C'est un petit peu la même chose qui est en train de se passer au niveau des marchés carbone qui quelque part constitue la devise de la décarbonation de nos industries. C'est très intéressant. J'aimerais bien que tu nous expliques les différences entre le permis carbone et le crédit carbone. Alors oui, c'est assez fondamental parce qu'il y a énormément de confusion sur ces deux marchés qui ont en fait vraiment rien à voir. C'est comme si on parlait, je sais pas, de boîtier à lunettes et de verre d'eau. C'est les exemples que j'ai en face de moi. C'est vraiment deux choses qui n'ont rien à voir et pourtant il y a énormément de confusion parce que les termes sont proches. Crédit carbone, permis carbone, c'est normal de ne pas bien faire la différence. Alors si on commence avec les crédits carbone, c'est ce qu'on appelle un marché de compensation où on va dire à un agent économique, ça peut être une entreprise, ça peut être toi, ça peut être moi, tes décisions, tes actions sont à l'origine d'émissions de gaz à effet de serre. Je prends l'avion pour aller à New York, je mange du bœuf, je produis des jeans. Mais tu peux compenser ces émissions en finançant via l'achat de crédits carbone des projets qui, eux, absorbent ou évitent des émissions quelque part d'autre. Donc d'un côté, on a une émission positive et de l'autre côté, on a un évitement ou une absorption qui est négative. Mais ces projets-là, d'absorption ou d'évitement, ils sont mis en place par des entreprises privées, à peu près n'importe où dans le monde. Il y en a plein de types différents. Ça peut être je plante un arbre, ça peut être j'empêche un arbre d'être abattu, ça peut être je remplace un four à bois par un four à photovoltaïque, ça peut être plein de choses différentes. Et donc, il y a plein de prix différents, mais il y a aussi des réalités très différentes. C'est-à-dire qu'on a du mal à garantir qu'une tonne de CO2, l'équivalent d'un crédit, aurait réellement été évitée ou absorbée. Et donc, un crédit, c'est une tonne de CO2. C'est ce qui est vendu en tout cas, c'est ce qui est D'accord. dit. Moi, je suis un petit peu biaisé parce que c'est pas le marché sur lequel je suis. Moi, je suis sur les permis carbone. Et il y a des gens qui font ça très bien. Mais c'est vrai que c'est un marché qui est controversé. Et pourquoi les permis carbone, c'est moins connu, justement ? Parce que c'est plus loin du consommateur. C'est-à-dire que ça ne nous concerne pas, pour l'instant, directement. Nous. C'est pas j'ai mangé du bœuf, donc je dois compenser. Ça concerne les industriels. Et c'est un marché qui est un petit peu plus complexe, parce que c'est un marché qui est réglementé. Là, le point de départ, c'est vraiment cette juridiction, donc l'Union européenne, la Californie ou la Corée du Sud, qui va plafonner les émissions et qui va imposer ce plafond à des secteurs. Donc en Europe, ils vont dire, si tu fais du sucre ou du papier ou du verre ou de l'acier ou de l'électricité, plein de choses qui consomment du gaz ou du charbon ou du pétrole, eh ben, tu vas être soumis à mon plafond. Alors, tu n'as pas le droit, tu ne peux pas émettre plus d'émissions que le montant que j'ai défini. Et chaque année, ce montant diminue. Et pour contrôler ça, on va émettre des permis. Donc les permis sont en fait un droit de tirage sur ce budget. Et plus le budget diminue, plus la valeur du permis va augmenter. On va repasser un peu à Omayo. Quelles sont les missions exactes d'Omayo aujourd'hui ? Alors, il y en a plusieurs. On en a parlé un petit peu. Nous, ce qu'on souhaite faire, c'est permettre aux particuliers, donc des gens qui étaient exclus de ce marché, d'y participer. Pourquoi ? Il y a 3 ou 4 raisons. La première, c'est qu'il y a un sujet donc démocratique, politique. C'est pas normal que ce qui constitue notre plus grande arme, notre plus grand mécanisme de réduction des émissions soit aussi loin du consommateur, qui est en fait l'électeur, et aussi peu connu de ses électeurs. Et donc, en leur permettant d'y participer, ils s'y intéressent, ils commencent à le suivre, et lorsqu'il y a des évolutions réglementaires ou des débats, ils peuvent les suivre et ils peuvent les influencer. Une sorte de mission autour de la connaissance. Il y en a une seconde qui est financière. C'est un marché qui s'apprécie par construction, étant donné qu'il y a de moins en moins de permis, et donc la valeur
normalement, de chaque permis augmente. Et ça se passe sur des temps relativement longs parce que les émissions sont réduites année après année. Et donc, on a un actif qui s'apprécie donc par construction et qui en même temps réduit les émissions. Et on sait que le problème du réchauffement climatique, le problème des émissions, c'est en partie et peut-être essentiellement un problème financier. Il faut accélérer le financement des solutions de décarbonation. Et qu'est-ce qui se passe quand le prix d'un permis augmente ? Eh bien, en fait, les entreprises qui sont soumises à ce prix sont incitées à décarboner. Si moi je produis du sucre et qu'on me dit pour chaque tonne de sucre, tu as le choix, soit tu achètes 10 tonnes de carbone à tel prix, soit tu investis dans ton processus industriel pour le décarboner, je vais juste regarder la différence de prix entre les deux. Plus le prix de mes permis augmente, plus je vais décarboner. Et donc, en permettant aux particuliers de participer à ce marché, on accélère l'augmentation des prix, parce qu'en fait, les particuliers vont confisquer une partie des permis disponibles, et donc on accélère le financement de solutions de décarbonation. En chiffres, au Maillot, ça donne quoi ? Alors en chiffres, c'est-à-dire ? Chiffre d'affaires, vous êtes combien ? Collaborateurs ? C'est une toute petite boîte, hein. On a commencé il y a 8 mois, donc là on est 4. Il faut bien un début à tout. Exactement, on ouvre, alors on a 4 postes ouverts. On recrute pas mal sur un certain nombre. Tu peux nous en parler ? Alors, on recrute en relation investisseurs, parce qu'on a plusieurs dizaines, près d'une centaine de clients, enfin d'utilisateurs, c'est-à-dire des gens qui investissent dans la plateforme. Donc on recrute en vente, relations investisseurs, en marketing, parce qu'il faut se faire connaître. Il faut surtout faire connaître le marché. C'est d'ailleurs pour ça que je suis là, pour parler du marché, expliquer comment ça fonctionne, pourquoi c'est intéressant, pourquoi il y a un réel impact sur les émissions, sur les trajectoires de décarbonation. Et on recrute bien sûr en tech, parce que ce qu'on souhaite faire, c'est créer une plateforme d'investissement sur l'ensemble des marchés carbone. Donc là, on a beaucoup parlé de l'Europe, en fait, il y en a une quarantaine. Donc c'est une toute nouvelle classe d'actifs qui s'ouvre, et on veut que cette plateforme, elle soit accessible partout, pour tout le monde. Donc il y a pas mal de défis technologiques à relever. Quel type de personnes investissent justement dans ta plateforme chez Omayo ? Alors, les personnes qui ont entendu parler. Oui. Non, notre client type, c'est quelqu'un qui a un petit peu de patrimoine et commence à s'interroger sur la manière dont il ou elle peut allouer ce patrimoine dans des actifs qui à la fois s'apprécient. Donc c'est pas du tout une plateforme philanthropique ou de dons ou de charité, même si ce sont des choses qui sont très bien aussi, hein. Donc un actif qui s'apprécie, ou qui a en tout cas le potentiel de s'apprécier, et qui a un impact réel, démontré, consensuel, quantifiable sur les émissions. Mais quel type d'actions, par exemple, sont achetées par les particuliers, justement ? Comment vous choisissez ? Quels projets, par exemple ? Comment la plateforme évalue-t-elle les projets pour s'assurer qu'ils ont un réel impact sur le climat ? Alors, nous, les particuliers, ils investissent vraiment dans les permis eux-mêmes. Pas dans des projets, pas dans des... Il n'y a pas de sélection de projets. En fait, ce qu'ils font, c'est ils souscrivent à des titres financiers, et derrière, nous, on achète un montant équivalent de permis qu'on détient. Donc, on confisque une partie des permis. C'est-à-dire qu'il y a autant d'émissions qui ne peuvent pas être émises parce que les permis associés sont détenus par nos investisseurs. Et derrière, ce faisant, ils créent de la pression sur l'offre, étant donné que l'offre, elle est finie. Le nombre de permis disponibles, il est fini. En créant de la pression sur l'offre, les prix s'apprécient. Et les industries assujetties, celles-là même qui doivent, par la réglementation, par la loi, acheter des permis, elles, derrière, vont investir dans les solutions de décarbonation. On parle maintenant de finance du climat, donc quelle somme est investie à peu près en France, justement, par les particuliers ? Est-ce que tu as une idée ? Alors, sur tous les cas d'actifs ou... Ouais, sur tous les cas d'actifs. C'est une très bonne question, et j'avoue ne pas connaître la réponse. En revanche, quelques chiffres que je peux donner sur le marché. Donc le marché des permis européens, c'est un marché, encore une fois, qui couvre à peu près la moitié des émissions européennes. Donc on parle de 1,5 milliard de tonnes par an qui transitent par ce marché. C'est gigantesque. Ça fait un volume d'échange à peu près 1000 milliards. Donc c'est un marché gigantesque. Et il a permis l'année dernière de générer des recettes fiscales pour l'Europe de l'ordre de 30 milliards d'euros. Derrière, ces recettes fiscales sont redistribuées au pays. La France en a récupéré 2 milliards. Et la France a l'obligation d'utiliser ces recettes
pour financer ces stratégies climat et énergétiques. Par exemple, l'Agence nationale de l'habitation est financée par les recettes liées à ce marché. MaPrimeRénov' est financée par les recettes liées à ce marché. C'est hyper intéressant, ça, personne ne le sait. Personne ne le sait, et avec le débat actuel sur la suppression d'une partie du financement de MaPrimeRénov', c'est intéressant de le savoir, parce qu'on voit qu'il y a des sujets qui apparaissent... Donc c'est pas l'État finalement qui finance MaPrimeRénov'? Non. Et d'ailleurs, ce qui est drôle, c'est que donc, ce marché, on l'a vu, les permis diminuent chaque année, donc les émissions diminuent chaque année. Tout ça, c'est quantifié, encore une fois, hein, c'est pas théorique. Et la valeur des permis augmente chaque année. En moyenne, sur les 10 dernières années, ils ont augmenté de 25% par an. Donc, les recettes fiscales que la France récupère ont été multipliées par 10 en l'espace de 10 ans. Donc, plus les permis carbone sont chers, plus les industries accélèrent leurs investissements en décarbonation, c'est-à-dire que plus les industries décarbonées, elles... Finalement, on a trouvé vraiment du financement, enfin de l'argent dans le climat, quelque part. Exactement. En fait, mais quelque part, il y avait le climat... alors c'est peut-être pour certains un peu réducteur de dire ça, mais les émissions de gaz à effet de serre représentent un coût. Évidemment. Un coût que nous, on paye. Toi et moi, à chaque fois qu'une tonne de CO2 est émise, on paye. Alors, on ne paye pas de notre poche avec de l'argent, mais on paye par la dégradation des qualités de vie, par la baisse des rendements agricoles, par l'augmentation des températures, par la destruction des infrastructures. Oui, tout a une répercussion finalement. Exactement. Et donc, ces coûts-là, que nous, on supporte à peu près malgré nous, il faut les réinternaliser, les rebasculer vers l'émetteur, c'est-à-dire celui qui a émis cette tonne de CO2. Donc, et c'est ça ce que le marché tente de faire, c'est dire, il y a un coût, ce coût, il est porté par les individus, on va le déporter, on va le transférer vers l'émetteur pour lui faire prendre ses responsabilités et l'inciter à décarboner selon les solutions qu'il a à sa disposition et en fonction de leur coût. Et ça marche. Donc on a en effet traduit ou représenté les émissions par une quantité économique, par une quantité financière. Et en permettant aux particuliers de participer à ce marché, on l'accélère, on le stabilise, on apporte de la liquidité, on apporte de l'efficience et on aligne les intérêts individuels, donc le portefeuille des gens, avec l'intérêt climatique global. Quels sont les principaux défis auxquels tu es confronté justement dans ton travail chez Omayo aujourd'hui? Expliquer le marché. C'est important. C'est important et c'est... Quelque part, ça ne devrait pas être à nous de le faire. Ben non. Mais je pense que le premier défi... Alors, c'est un défi et c'est également un plaisir. Parce que c'est un marché qui est fascinant. Qui est fascinant et qui fonctionne. Donc, je pense que c'est une histoire que les gens ont envie d'entendre, ou en tout cas qui les intéresse. Mais c'est le premier défi, c'est-à-dire... défaire la confusion qui peut exister avec les crédits carbone, défaire aussi certains fantasmes ou certaines craintes qu'il peut y avoir avec, par exemple, la fraude à la TVA. Justement, j'allais t'en parler parce que c'est une question qui peut paraître anecdotique pour le spécialiste que tu es, mais dans l'inconscient collectif, ça me semble important. Absolument. Est-ce que l'escroquerie sur la TVA liée à la taxe carbone n'a pas un peu mis à mal ton secteur d'activité? Peut-être. En tout cas, elle a permis de le renforcer. Parce que lorsqu'il y a eu la fraude à la TVA, c'était le marché était dans sa genèse, il était assez jeune, il a beaucoup évolué depuis. Ce qui est important de se rappeler, c'est que c'est une fraude à la TVA. Mais évidemment. Qui a d'abord débuté sur les téléphones portables et qui a permis d'améliorer le fonctionnement de la TVA et de la TVA intercommunautaire entre les pays européens. Il se trouve que le marché carbone ou le marché des quotas d'émissions a été le vecteur de cette fraude, mais ce n'est pas une fraude au marché carbone. Ce qui est un petit peu dommage, et là où ça a peut-être pénalisé un peu mon activité, c'est que ça a popularisé le marché pour les mauvaises raisons et créé beaucoup, c'est ce que je disais, beaucoup de fantasmes, de méfiance autour de ce marché. Mais bon, lorsque il y a une fraude fiscale, par exemple, en utilisant des euros, ça ne veut pas dire que tout de suite on arrête d'utiliser des euros. Non, évidemment. Lorsqu'il y a une fraude à la carte bancaire, on n'arrête pas d'utiliser les cartes bancaires. Donc, bon, faut distinguer un petit peu
la fraude du marché. Mais c'est vrai que d'un côté, ça a popularisé le marché, d'un autre, ça a créé une certaine méfiance. Comment vois-tu l'avenir du financement climatique et le rôle des plateformes comme la tienne dans ce domaine d'ici quelques années ? Pour moi, il n'y aura plus, ou de moins en moins, et éventuellement il n'y en aura plus, de financement qui s'affranchira complètement d'une réflexion sur ses impacts climatiques. Aujourd'hui, lorsqu'on pense finance, on pense risque et rendement. Et donc on va créer un portefeuille et allouer son argent dans des actifs, dans des actions, dans des cryptos, dans l'immobilier, dans de l'art, dans que sais-je, en fonction du risque et du rendement. Et en fait, cette vision-là, elle est un petit peu désuète à mon sens. Et maintenant, l'impact climatique va être un petit peu la troisième dimension systématique de tous les investissements. Mais pour ça, ça requiert au moins deux choses. Ça requiert d'avoir les bons instruments. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qu'on essaye de faire, c'est calquer un nouveau mode de pensée sur des instruments financiers préexistants. C'est pour ça que ça marche assez mal. Donc ça demande de nouveaux instruments financiers, ce qui est ce qu'on a construit, et ça demande les bonnes plateformes de distribution de ces instruments. Parce qu'aujourd'hui, toutes les plateformes sont construites selon ces axes de risque-rendement. Et donc, il faut nativement construire une plateforme avec un troisième axe, qui est celui de l'impact. L'impact ne peut pas être un simple rapport de cinquantaine de pages. Il faut que ça soit une mesure claire, transparente, Elle doit venir objective. de qui ? La mesure ? Ouais. Mais c'est comme, à mon sens, elle doit venir, et elle le devient de plus en plus, du régulateur. C'est comme pourquoi est-ce qu'on a confiance en un rapport d'activité d'une entreprise cotée ? Parce qu'il y a des normes comptables, il y a des vérifications, et ainsi de suite. Et c'est pour ça que ce marché réglementé du carbone fonctionne aussi bien, qu'il a un taux de conformité de près de 98%, c'est parce que déjà il existe depuis près de 20 ans. Au cours de ces 20 années, il a évolué, il s'est amélioré, il est devenu de plus en plus robuste et il est extrêmement contrôlé. Déjà, on souhaite à Omayo une belle croissance. Un grand merci Valentin d'avoir échangé avec nous sur ton domaine d'activité, de compétences. Je rappelle que tu es le CEO d'Omayo, une plateforme d'investissement direct pour le financement climatique. Merci beaucoup. Merci Fanny. Un grand merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Retrouvez tous les autres podcasts. Et il y en a beaucoup maintenant sur vos plateformes d'écoute préférées. À la semaine prochaine. Les Afters de la Transformation, une émission à écouter et à télécharger sur adequancy.com et toutes les plateformes de podcast.